Bien, merci beaucoup pour votre invitation dans cet endroit prestigieux. Donc, je vous remercie particulièrement M. Lasserre de m'avoir invité à parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement. Alors, il y avait plusieurs façons d'aborder ce problème, et donc moi je me suis concentré sur les lésions qui étaient résécables, difficilement résécables. On pourra parler des non résécables après si vous voulez, mais j'avais peur que ça soit trop long sinon. Il y a un intérêt. Donc je dirais qu'en introduction, sur l'ensemble du cancer colorectal avec des métastases hépatiques synchrones résécables, c'est une situation qui n'est pas du tout exceptionnelle, puisqu'on sait que 20 à 25% des malades vont avoir des métasynchrones au moment du diagnostic, et à peu près 5 à 10% des patients qui ont un cancer colorectal vont avoir des métastases hépatiques synchrones résécables au moment du diagnostic. Donc c'est quand même pas une situation exceptionnelle. En plus, on s'aperçoit, sans qu'on sache très bien pourquoi d'un point de vue épidémiologique, que cette situation est en nette augmentation. Et on en veut pour preuve que, par exemple, si on regarde dans les essais thérapeutiques qui sont publiés d'année en année, qu'il y a de plus en plus de métastases, la proportion des métastases synchrones dans ces essais thérapeutiques sur les métastases, qu'il s'agisse juste des essais de chimiothérapie en bleu ou qui concernent la chirurgie plus la chimio, et bien vous voyez que la proportion de métastases hépatiques synchrones ne cesse d'augmenter dans ces essais, ce qui traduit qu'il y en a de plus en plus, et sans qu'on sache exactement pourquoi. L'autre chose, c'est que, alors que c'est une situation qui est assez fréquente, il y a finalement assez peu de données robustes dans la littérature. Donc en France, il y a eu 2 recommandations pour la pratique clinique, une en 2006 qui n'était que sur les cancers du rectum et les métastases hépatiques synchrones, que j'avais eu la chance de réaliser, mais finalement j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, c'est Antonio Saconien qui va en parler. Et puis en 2010, il y en a une qui reprenait l'ensemble des métastases hépatiques synchrones. Et dans beaucoup de ces conclusions, comme vous le verrez, c'est beaucoup des conclusions d'experts par manque de données dans la littérature. Donc, comme ça a déjà été dit en introduction, il y a plusieurs situations cliniques différentes qui vont être fonction du siège du primitif, mais moi je parlerai que du côlon, et du caractère symptomatique ou non du cancer du côlon, ce qui est une situation quand même un petit peu moins fréquente que pour le cancer du rectum, et bien entendu de l'étendue métastatique. Alors, si, comme on est avec un cancer du côlon avec des métastases hépatiques synchrones résécables, la stratégie doit être à visée curative. S'il n'y avait qu'un cancer du côlon isolé, actuellement, ce qui est recommandé, ça va peut-être changer parce qu'il y a des essais en cours, mais en tout cas, c'est de faire la chirurgie du cancer du côlon, suivie d'une chimiothérapie adjuvante en fonction du stade tumoral. Si on a maintenant une métastase hépatique métachrone qui est résécable, donc qui est isolée, il n'y a plus le problème du cancer du côlon, ben là, depuis l'essai de l'ORTC fait par Bernard Lanlinger, la stratégie repose sur une chimiothérapie périopératoire, donc de faire une chimio avant, puis la chirurgie des métas, puis une chimio après. Donc si on résume la situation, qu'est-ce que ça pose comme problème, le fait que la métastase hépatique soit synchrone? Ben, la question, ça va poser 2 questions. Une première, c'est de savoir quand opérer les métastases hépatiques par rapport au cancer du côlon. Est-ce qu'on le fait en même temps, en résection simultanée, ou est-ce qu'on fait de façon séparée, ce qu'on appelle la résection différée, et dans ce cas-là, est-ce qu'on va le faire avant le côlon ou après le côlon? Et puis, comme vous l'avez vu, puisque c'est des métarésécables, il faut normalement faire une chimiothérapie périopératoire pour les traiter de façon optimale. Et donc, quand est-ce qu'on va placer la chimiothérapie dans cette stratégie? Donc, c'est beaucoup des discussions stratégiques. Donc, première question, résection simultanée ou différée. Donc là, il y a déjà quelques données consensuelles. D'abord, de pouvoir faire une résection simultanée, même avec une hépatectomie majeure, c'est faisable avec une faible morbidité dans des équipes entraînées. On sait aussi que cette résection va être facilitée si un ou même les 2 sites peuvent être réséqués en célioscopie. Le fait de faire un des sites en célios, ça peut favoriser le fait de faire des hépatectomies simultanées. Il y a des contre-indications reconnues à la résection simultanée, c'est lorsqu'on découvre les métastases en opératoire de ces métastases synchrones. Pourquoi? Parce que le plus souvent, on n'a pas fait un bilan exhaustif puisqu'on les découvre et on ne va pas se mettre à faire des résections alors qu'on ne connaît pas bien l'étendue de la maladie métastatique. Il y a quand on fait une chirurgie colique en urgence pour une perforation ou une occlusion, bien entendu, la question ne se pose pas de traiter la maladie métastatique en même temps. Il y a également les chirurgies hépatiques complexes qui en elles-mêmes vont être des opérations extrêmement difficiles et morbides et donc il ne faut pas rajouter un temps opératoire. Et puis, il y a aussi cette notion qui est arrivée récemment et qui a été montrée notamment par une étude japonaise, où si la durée opératoire risque d'être très importante, parce qu'il y a plusieurs fois, il y a des équipes qui font beaucoup de simultanés, partent dans l'idée de faire une simultanée, et puis en fait, l'un des 2 sites a duré vraiment trop longtemps, et il vaut mieux s'arrêter que d'être jusqu'au boutiste et dire, oh, bah, tant pis, on ne fait pas le 2e temps en même temps.
ou quand il y a beaucoup de paires sanguines, paires opératoires, parce que ça, on sait que c'est un facteur qui est majeur de fistule, notamment dans la chirurgie colorectale. Enfin, il y a des cas où il faut toujours la discuter, et notamment, c'est justement dans les cas des situations des métastases hépatiques difficilement résécables, où par exemple, je vous ai pris cet exemple avec cet homme qui avait une énorme métastase du foie droit et 2 métastases du lobe gauche, et qui est synchrone. Si là, on a prévu, pour pouvoir enlever les métastases, de faire une chirurgie hépatique en 2 temps, le plus souvent, on va coupler le temps le plus simple du foie, c'est-à-dire là, en l'occurrence, juste l'exérèse de la destruction par radiofréquence des lésions du lobe gauche, en même temps que l'exérèse du primitif. Et puis, on sait très bien que dans cette situation-là, avec toutes les manœuvres qu'on peut faire, on arrivera sans doute à faire le 2e temps, mais pas chez tous les malades, chez à peu près 70 à 75% des patients. Donc ça, c'est un peu les données consensuelles sur la résection simultanée. Alors, que dit la littérature? À l'heure actuelle, il n'y a aucune étude contrôlée qui compare la résection simultanée à la résection différée. Par contre, il y a énormément d'études comparatives, soit rétrospectives, soit prospectives, mais non contrôlées, et 5 méta-analyses. Toutes à peu près disent la même chose, c'est-à-dire que la mortalité et la morbidité opératoire d'une résection différée ou simultanée est identique, mais dans toutes ces études, il y a des biais, c'est-à-dire que les populations ne sont pas comparables, il y a plus de colectomie droite dans les simultanés, parce que souvent c'est comme c'est pas très loin du foie, on a envie de faire les deux en même temps, et puis c'est surtout sur la maladie métastatique, c'est-à-dire que les métastases hépatiques sont souvent beaucoup plus nombreuses, plus grosses, bilobères, nécessitant des hépatectomies plus larges dans les résections différées que dans les résections simultanées. Et donc, mais en termes de morbidité, en tout cas, on arrive à peu près à la même chose. En termes carcinologiques, je vous ai donc mis là le résultat d'une des méta-analyses, qui est la plus récente, et qui montre que ce soit pour la survie globale, que vous voyez ici, et comme là le triangle croise la ligne médiane, et bien en fait il n'y a pas de différence significative, et il n'y a également pas du tout de différence significative en termes de survie sans récidive. Donc on pourrait dire que les résolutions simultanées ou différées donnent à peu près les mêmes résultats, que ce soit en termes de morbidité ou en termes de carcinologie. Mais moi, ce que je trouve quand même de l'analyse de cette littérature en l'absence d'essais contrôlés, c'est que c'est quand même pas très en faveur de la résection simultanée, en particulier pour les résultats oncologiques, puisqu'on a dit juste avant que justement les patients qui étaient dans les résections simultanées avaient souvent une maladie métastatique qui était moins évoluée, donc le résultat des simultanés aurait dû être nettement meilleur que celui des différés. Or, en fait, il n'y a pas de différence. Mais comme il y a beaucoup de biais dans ces études, on ne peut pas vraiment conclure, et donc il faut attendre les résultats d'essais contrôlés. Alors, que disaient les RPC en 2010 ? Pas grand-chose. Elles disaient une chirurgie combinée du primitif et des métastases hépatiques synchrones ne peut pas être avec un grade C de recommandation. Donc, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il faut absolument faire des résections simultanées. Elle peut être discutée en cas de résection hépatique limitée pour une lésion facile d'accès, et ça la définition selon l'expertise du centre, ça ne veut pas dire grand-chose, et qu'une chirurgie combinée n'est pas recommandée en cas de résection colorectale R0 peu probable, c'est-à-dire une grosse tumeur du côlon, ou une résection hépatique majeure de plus de 3 segments. Donc, on va dire qu'en résumé, la résection différée reste la règle, et on attend à l'heure actuelle des résultats de 2 essais contrôlés. Il y a un essai chinois qui normalement a terminé les inclusions, mais ça fait déjà 2 ans et on n'a toujours pas les résultats, et un essai français qui peine un petit peu à marcher, qui est Beta5, qui est monitoré par le professeur Budgemin à Rennes, mais qui pour l'instant n'a pas totalement terminé les inclusions. Et puis, du coup, il y a une cohorte prospective anglaise aussi qui est en route et qui a déjà inclus beaucoup de gens, donc peut-être qu'on aura un peu plus d'éléments, on va dire, factuels pour pouvoir répondre à cette question. Alors ensuite, si on ne fait pas de résection simultanée, si je résume la situation en résection simultanée ou différée, donc finalement on voit bien que tout est faisable en fonction de l'expertise, en particulier si une hépatectomie mineure. La seule chose, c'est que bien entendu, si on décide de faire une résection simultanée, pour pouvoir traiter les métastases hépatiques de façon optimale, ça nécessite forcément que dans cette stratégie de résection simultanée, on commence la stratégie par une chimiothérapie, puis on fait la résection simultanée et on fait un peu de chimio après pour pouvoir traiter les métastases hépatiques de façon optimale. Et moi, ce que je dirais, et ça c'est un avis plus personnel, c'est que souvent la résection en 2 temps différés, c'est souvent une stratégie qui est plus simple en fait. Parce que souvent, quand on part pour faire des résections simultanées, en fait, il y a toujours des surprises, des choses qui font que c'est plus compliqué, et on se retrouve à ne pas faire ce qu'on voulait, et comme on n'avait pas mis la chimiothérapie comme on voulait dans la stratégie, et ça permet une beaucoup plus grande facilité d'adaptation, et c'est, moi, je trouve beaucoup plus facile en pratique de faire des différés.
Alors ensuite, si on fait différer, est-ce qu'il faut faire la résection colique ou hépatique en premier? Donc, il y a des arguments pour l'un et pour l'autre. Donc la résection colique première, ce qu'on appelle l'attitude classique. Donc la séquence, on va faire la chirurgie du côlon, le plus souvent sous cystoscopie, puis une chimiothérapie, puis la chirurgie des métastases, puis à nouveau une chimiothérapie. Alors l'avantage, c'est que ça permet d'éviter une complication de la tumeur primitive, une perforation, une occlusion. Et puis, le vrai avantage, à mon avis, c'est que ça permet de vraiment faire un meilleur bilan de la maladie métastatique, parce qu'il y a un certain nombre de malades qui ont des métastases hépatiques synchrones, qui en plus ont de la carcinose associée, et carcinose qu'on a du mal à diagnostiquer par l'imagerie conventionnelle. Et là, c'est sûr que quand on opère d'emblée le malade dans la stratégie de mettre un temps chirurgical immédiat, le fait de savoir tout de suite que le malade a une carcinose, on ne va plus du tout être dans le même objectif, alors qu'on peut imaginer qu'on va faire des stratégies autres qui commencent parfois de la chimiothérapie, on saura plus s'il y avait de la carcinose, pas de carcinose et tout ça. Donc ça, c'est un avantage pour bien faire le bilan. L'inconvénient, c'est que bien entendu, ça peut retarder considérablement le traitement des métastases hépatiques et que ces métastases hépatiques qui étaient initialement résécables deviennent non résécables, par exemple du fait d'une complication de la chirurgie du côlon. L'autre attitude qui est la résection hépatique première, ce qu'on appelle l'attitude reverse. Donc là, la séquence, on va faire une chimiothérapie, puis la chirurgie du méta, puis on fera la chirurgie du côlon et souvent on termine avec un peu de chimiothérapie. L'avantage, c'est que là, on va faire le traitement chirurgical certain des métastases hépatiques alors qu'elles sont résécables, ce qui peut être un avantage, on dit que ça domine le pronostic. L'inconvénient, c'est que bien entendu, si dans la stratégie, il y a une complication de la tumeur primitive laissée en place, qu'elle se perfore ou qu'elle fait une occlusion, ben, on a un peu tout perdu dans la stratégie. Alors, comment on peut faire la part des choses? Que dit la littérature? Là encore, pas d'études contrôlées, 6 études rétrospectives et 2 méta-analyses, avec exactement les mêmes conclusions toutes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence dans les stratégies entre la morbie et la mortalité des deux gestes, il n'y a pas de différence pour la survie globale à 5 ans, et il n'y a pas de différence sur la survie sans récidive à 5 ans. Comme vous pouvez le voir sur ces cours, vraiment les cours sont très très proches, c'était la plus grosse série d'Antoine Brouquet et Wendy Anderson. Et là, c'est la méta-analyse qui reprend les 6 études dont on a parlé, et vraiment, il n'y a absolument aucune différence. Donc, tout est possible. Finalement, on peut commencer par l'un ou par l'autre. Alors, il faut quand même essayer d'avancer un petit peu. Alors, il y a une attitude pragmatique qui est très à la mode, et qui est souvent préconisée par des panels d'experts qui se réunissent et qui disent nous on a trouvé, on sait comment il faut faire dans la maladie synchrone, voilà comment il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par une chimiothérapie pas trop prolongée, 3-4 semaines. Pourquoi? Parce qu'on est quand même en face d'une maladie métastatique, donc comme ça on va contrôler la maladie avec la chimio, c'est ça le plus important. Et puis, en plus, on sait que la chimiothérapie, la plupart du temps, elles sont quand même efficaces sur les métastases hépatiques, mais ça l'est aussi sur le cancer colique, puisque maintenant il y a 2 essais contrôlés, mais sur des cancers du côlon non métastatiques, qui ont montré que la chimiothérapie sur le cancer permettait d'obtenir des réductions et des réponses au niveau de la tumeur. Donc ça permet un contrôle complet de la maladie. On fait 3-4 cures, comme ça on contrôle la maladie, et puis ensuite on va discuter, est-ce qu'on fait une simultanée, un classique ou un reverse? On va s'adapter en fonction des réponses et tout ça. Et en plus, de faire comme ça, probablement cette attitude, ça permettra une probable amélioration du pronostic à long terme, justement parce qu'on a fait un contrôle initial de la maladie. Et c'est vrai que ça paraît assez séduisant, et je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui font ça. Alors, déjà, est-ce que c'est vraiment sûr que c'est mieux? Donc là, les seules données que j'ai trouvées qui ont permis de voir ça, c'est les données qui viennent du registre de Livernet Survey, qui pose plein de problèmes parce que c'est un registre où les gens mettent des résultats, mais ils ne mettent pas forcément de façon exhaustive tout ce qu'ils veulent, mais en tout cas c'est la seule donnée, où vous voyez justement, on comparait la chimiothérapie première, 798 patients, versus des patients qui avaient au contraire l'attitude classique qui a commencé par une chirurgie du primitif. Et là, alors que c'était a priori sûr que le fait de faire un peu de chimie au début, ça allait être mieux, c'est pas évident en tout cas dans ce registre. Ce qu'on peut dire, c'est que bien sûr, probablement les malades n'étaient pas comparables, mais comme c'était que des métas qui étaient résécables, là, la seule particularité, c'est que la chirurgie primitive, souvent le primitif était localement plus évolué, donc peut-être même un peu de moins bon pronostic. Donc, de dire que c'est sûr que cette attitude pragmatique un peu préconisée par tous les experts est mieux, moi j'attends d'avoir une démonstration plus convaincante. Parce que l'autre problème, c'est que de dire on va commencer par une chimio pour contrôler la maladie, ça peut avoir des inconvénients. On en revient toujours à la même chose, c'est la complication du cancer primitif évolué sous chimiothérapie. Et ça, on a beaucoup de données à partir des études sur les métastases non résécables, puisque quand les métastases sont non résécables, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne sert à rien d'enlever le cancer primitif, et donc on a regardé beaucoup dans ces études, c'est quoi l'événement d'un cancer primitif laissé en place sous chimiothérapie.
Alors certes, ça ne se complie pas très fréquemment, c'est 15 à 20%, mais il y a quand même 10 à 15% de chirurgie d'urgence. Or là, on est dans une situation où on était à visée curative. Et donc, si c'est pas trop grave d'avoir une complication de la tumeur politique chez quelqu'un qui a des métastases non résécables, chez quelqu'un chez qui on est dans une stratégie curative d'avoir une tumeur qui se perfore sous chimiothérapie, tout de suite, ça va assombrir considérablement le pronostic et ça risque d'être catastrophique. Donc moi, ce que je propose dans cette situation du cancer du côlon avec des métastases hépatiques synchrones résécables, c'est vraiment d'avoir une attitude pragmatique au cas par cas. Parce que finalement, si on veut diminuer au maximum le risque que le traitement d'un cycle compromette le traitement de l'autre cycle, c'est de traiter de façon optimale en premier le cycle le plus évolué. Et donc, vous avez un gros cancer du côlon symptomatique et des métastases hépatiques limitées, c'est sûr que dans cette situation, c'est l'attitude classique qui est la préférable. Vous allez faire une chirurgie du primitif alors qu'il risquait, il était déjà localement évolué, vous faites une chimiothérapie ensuite, la chirurgie des métas, puis une chimiothérapie, c'est ce qui paraît le plus simple. Vous avez un petit cancer du côlon peu symptomatique et des métastases hépatiques limitées, ben là vous pouvez tout faire, mais c'est probablement cette situation qui est la meilleure indication de la résection simultanée en CIO. Et donc pour traiter de façon optimale les métastases hépatiques, vous allez la faire passer une chimiothérapie. Ensuite, vous avez un petit cancer du côlon peu symptomatique et des métastases étendues difficilement résécables, ben c'est probablement là la meilleure indication de la stratégie reverse. Mais il ne faut pas dire qu'il faut la faire systématiquement. C'est dans cette situation qu'en tout cas pour un cancer du côlon, elle a vraiment un intérêt. Et puis, le cas le plus difficile, vous avez un gros cancer du côlon évolué et des métastases hépatiques étendues. Donc là, forcément, la situation est un peu plus difficile puisque les deux cycles sont un peu évolués. Et bien, probablement déjà, c'est sûr, il faudra faire une résection en 2 temps. Et le plus souvent, bah, c'est justement dans cette situation qu'on va faire une chimiothérapie première pour essayer de contrôler les deux cycles et puis s'adapter en fonction de la réponse pour savoir par quoi on commence. Donc je dirais qu'en conclusion, le cancer colique avec des métastases hépatiques résécables, il y a un large avantage de présentation clinique et il y a des associations thérapeutiques multiples pour lesquelles aucune n'est vraiment démontrée par un essai contrôlé. Et donc, moi je dirais que la règle, c'est justement qu'il n'y a pas de règle, c'est qu'il faut s'adapter au cas de chaque patient et être capable de faire les différentes stratégies que je vous ai montrées. Et donc, le choix entre simultané, reverse ou classique, pour moi, doit être guidé non pas par l'organisation de la structure de soins dans laquelle se trouve le malade, mais vraiment par l'étendue de la pathologie. Et donc, bien sûr, il faut discuter de ces observations en réunion de concertation pluridisciplinaire, et ça dès la prise en charge initiale du malade et à chaque étape thérapeutique. Et ce qui commence à être démontré de plus en plus, c'est que pour faire tout ça, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace, soit si vous faites ça en prise en charge monocentrique, ou en tout cas mono-hospitalière. Parce que le fait de discuter soit à 2 équipes, soit d'avoir la même équipe qui prend en charge cette maladie, ça permet de réduire la durée de prise en charge thérapeutique. Pour le malade, ça réduit considérablement le temps de chimiothérapie, parce que quand il est traité dans 2 centres différents, quand vous l'adressez à un centre de chirurgie hépatique, le temps d'avoir le rendez-vous et tout ça, pour soi, il continue de prendre la chimio, ça réduit en général le nombre de procédures chirurgicales, ça permet le plus souvent une épargne parenchymateuse hépatique, et probablement, ça commence à être montré, ça pourrait améliorer justement les résultats carcinologiques, parce que justement, ça permet de faire toutes les stratégies possibles, et ce qui est la mieux adaptée et la plus adaptée aux malades, parce qu'il ne faut pas oublier que le cancer du côlon avec des métastases hépatiques synchrones, c'est qu'une seule maladie, certes qui touche 2 organes, mais qui doit être pris par une équipe médicale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette communication? Vous avez parlé à peu près de la chimiothérapie néoadjuvante. En fait, c'est la durée, c'est 2 mois. Alors, dans l'essai contrôlé, si on respecte c'était 3 mois de chimiothérapie, parce que c'est 6 cycles de Folfox, d'oxaliplatus. Et j'imagine que dès ce stade, il y a un certain nombre de malades qui ont des maladies qui évoluent. Et donc, au global, est-ce que vous avez une idée de la proportion de malades qui vont pouvoir avoir le protocole complet? Alors, justement, c'est-à-dire que si... il y a des données dans la littérature, mais je ne veux pas trop déflorer parce que il y a des données qui sont surtout sur le cancer du rectum, où on sait que, en gros, on va dire, quand la maladie est résécable d'emblée, moi je dirais qu'on doit être aux alentours de 90 à 95% de patients qui doivent avoir la situation complète, parce qu'on doit justement se débrouiller pour, avec ces différentes stratégies et d'adapter les cas,
de toujours faire ce qui a le plus de chances de réussir. Et une fois de plus, je le dis, la meilleure façon d'aller au bout de la stratégie, c'est de toujours commencer par le plus évolué d'abord. Parce que le temps que vous allez perdre sur le cycle moins évolué. Et donc, même s'il progresse un petit peu ou s'il y a des problèmes avec le traitement du premier cycle, il y aura beaucoup de marge avant de devenir non résécable. Donc voilà. Mais on va dire, avec le cancer du rectum, on est plutôt aux alentours de 70-80% de personnes qui vont au bout de la stratégie. Mais avec le côlon, on doit être à beaucoup plus. Je voudrais vous poser encore une question, si c'est possible, sur l'Avastin, donc qui peut être utilisé. Alors, il n'est jamais utilisé avant, j'imagine, en néoadjuvant. Et ça pose des problèmes après, peut-être. Alors, non, enfin, c'est-à-dire que si on est dans une situation vraiment résécable pure, à l'heure actuelle, hors essai, il n'y a pas d'indication à mettre de thérapie ciblée, que ce soit de l'Avastin ou un anti-GFR, en néoadjuvant, parce que ça n'a pas été démontré, et donc il n'y a pas d'indication à le faire. Quand on est dans du potentiellement résécable, difficilement résécable, là par contre il y a souvent des indications à faire des thérapies ciblées, donc on peut tout à fait mettre dans la stratégie de l'Avastin. La seule chose, c'est qu'on sait que ça peut compliquer un petit peu la chirurgie et entraîner des fistules, donc on fait le dernier cycle qui précède la chirurgie sans Avastin, pour qu'il y ait au moins à peu près 1 mois à 6 semaines d'arrêt d'Avastin dans l'opération. Merci beaucoup de cette excellente communication. Je voulais vous compléter la question d'Hubert à propos du pourcentage de patients qui n'ont pas la totalité du traitement quand il y a un traitement en 2 temps. Est-ce que le risque de complications post-opératoires est plus élevé et diminue donc le pourcentage de patients qui ont les deux, de la totalité de la procédure, quand le cancer du côlon est opéré en premier ou quand les métastases hépatiques sont opérées en premier? En fait, justement, dans les études comparatives qui sont beaucoup basées sur le rectum, et comme le rectum ça se complique quand même un peu plus que la chirurgie du côlon, c'était d'autant plus pertinent de l'avoir étudié là-dessus, en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Parce que certes, la chirurgie du rectum ça se complique, mais en fait la chirurgie des métastases hépatiques ça se complique aussi. Donc si par exemple vous avez une fuite biliaire et tout ça, ça va être compliqué de réopérer le malade aussi. Et en plus, ce qui a été montré, c'est que c'était surtout sur des gens qui avaient des attitudes pragmatiques, pas pragmatiques, qui étaient plutôt systématiques, et donc qui faisaient par exemple du reverse systématique ou de la chirurgie du primitif en premier systématique. Et donc il y a des malades aussi, par exemple dans le reverse systématique, on fait la chirurgie du foie qui ne s'est pas complétée et tout ça, et entre-temps, le cancer du rectum, il est devenu tellement localement évolué que c'était intégrable qu'il n'était pas résécable. Donc voilà, il est sûr que si l'une des deux chirurgies se complique de complications, c'est sûr que ça, c'est le facteur majeur qui va conduire à ne pas aller au bout de la stratégie. Mais dans le côlon, c'est quand même un peu moins problématique. Oui, François Guérard. Bien sûr, Stéphane, te féliciter de cette très belle étude de l'ICET, de la participation de l'ICET dans ces circonstances. Premièrement. Deuxièmement, voilà. Est-ce que dans les facteurs de pronostic, ça correspond peut-être aussi un peu à l'extension de la discussion que tu es en train d'aborder, c'est les cancers les plus compliqués, c'est ceux qui saignent le plus. Est-ce que le saignement, justement, n'est pas considéré de façon un petit peu différente? Et est-ce que les exérèses du rectum, qui sont les plus difficiles, les plus hémorragiques, deviennent de meilleurs pronostics que celles du côlon? Le saignement péropératoire sur la chirurgie primitive n'a pas été démontré comme étant un facteur qui allait être pronostic, et notamment sur la possibilité de faire les deux. La question qui se pose, c'est quand on parle de cancer du côlon symptomatique, souvent on met l'hémorragie dedans de la tumeur, par exemple, qui saigne, qui reste responsable d'une anémie, ce qui quand même maintenant ne rentre plus vraiment dans la stratégie, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut transfuser les malades et que c'est pas parce qu'un cancer, par exemple, va être en anémie qu'on va plutôt privilégier la chirurgie du primitif de façon majeure, parce que c'est quelque chose qu'on gère assez bien. Voilà, le cancer primitif, il faut vraiment opérer en premier quand il est localement évolué, c'est beaucoup plutôt les troubles du transit et le risque d'occlusion chez des gens qui ont une tumeur sténosante, notamment par franchissement en endoscopie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai juste une petite question, Stéphane. Vous avez dit que c'était en nette augmentation le nombre de métastases hépatiques synchrones. Est-ce que c'est pas lié à des bilans pré-thérapeutiques qui sont plus exhaustifs en utilisant en particulier le PET scan? C'est sûr. Alors, deuxième question, quand est-ce que vous utilisez un PET scan dans le bilan pré-thérapeutique? Alors, quand il y a une métastase hépatique synchrone.
puisque dans les recommandations qui avaient été faites par la SFCD et la CHBT, quand justement il y a des métastases hépatiques synchrones, c'est une indication formelle à faire un PET scan, ce qui n'est pas le cas quand les métastases hépatiques sont métachromes. Même si nous on le fait quand même assez facilement. Merci.